J'avais commencé relativement tôt dans ma carrière, j'avais acheté un ordinateur, j'ai commencé à jouer, littéralement c'était jouer, et puis après j'ai commencé à apprendre un petit peu à coder, puis à maîtriser un petit peu la machine, comme on disait à l'époque. Et effectivement après je me suis dit il ne faut pas subir, il faut essayer de comprendre. Et c'est de là où j'ai un petit peu modifié en partie mes travaux et mes recherches. C'est vrai qu'au début j'étais plutôt du côté littérature, philosophie, histoire des religions. J'essaie quand même de continuer à travailler dans ces domaines, mais néanmoins, de plus en plus, je me trouve dans la position de travailler sur quelque chose qui était secondaire et qu'à l'époque, on avait tous, je crois, conçu et pensé, au début en tout cas, comme un outil qui va nous faciliter la tâche pour écrire, pour publier, pour communiquer. La culture numérique a commencé une culture qui était de la fixité, qui était celle du bureau, à cause tout d'abord de la nature des objets, des ordinateurs. Et au fur et à mesure, depuis 3 ou 4 ans, on a évolué vers une culture de la mobilité. Dans cette mutation de la fixité vers la mobilité, il me semble, il y a quelque chose qui aussi touche également à la nature de nos rapports avec l'espace, avec la spatialité, et surtout, à mon avis, avec les objets culturels qu'on est en train de produire. Parce que, et c'est une thèse que je reprends et j'essaie de développer de Marcel Mauss dans les techniques du corps, qui explique que le statut du corps dans une civilisation influence ou façonne de manière assez déterminante la nature des objets culturels produits par cette culture. Et c'est en grande partie cette forme de mutation qu'on est en train de vivre. On le voit relativement facilement aujourd'hui et même de manière transparente avec tout ce qui est tactile, avec le rôle que la voix joue de plus en plus dans la culture numérique, que ce soit avec la recherche avec reconnaissance vocale, mais surtout, il me semble, c'est ici dans l'hybridation de l'espace lui-même entre, disons, le domaine du privé, du professionnel et du public dans la sphère publique, que ce soit dans un bus, dans une rame de métro, dans un train ou même dans la rue. Notre rapport avec l'espace s'est modifié en grande partie à cause de cette convergence entre la mobilité et la culture numérique. Jusqu'à un certain temps, on a dit qu'il y a une forme de dissociation entre le corps, le travail intellectuel et la présence du corps dans la culture numérique. On était relativement obligé d'utiliser le clavier avec des formes graphiques qui étaient très très contraignantes. Aujourd'hui évidemment, surtout avec le tactile, parce que c'est quelque chose qui nous touche de très près, on voit que le corps devient à la fois le moyen premier de la communication, surtout qu'il est intégré de manière inédite et surtout insoupçonnée avec les objets numériques à la fois qui nous permettent de consulter, de produire et de partager, mais en même temps qui sont devenus l'interface première avec tout ce qui est numérique. Et du coup, effectivement, il y a une modification, à mon avis, qui est plus importante et qui touche à la nature du lien social. Parce qu'effectivement, c'est à travers, que ce soit les réseaux sociaux ou tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en grande partie avec le tactile, avec ce retour du corps qui était impensé jusqu'à tout récemment, qu'on est en train de fabriquer quelque chose de nouveau. Comme j'essaie de dire à la fin, c'est une nouvelle manière de faire société. Et il me semble que c'est l'une des grandes évolutions qu'on est en train à la fois de témoigner et de vivre. Ce qui est difficile parfois à saisir, c'est qu'on est en train de le vivre au jour le jour. Et ça se modifie de manière parfois rapide, et du coup on ne se rend même pas compte de l'importance de ces évolutions qui sont mises en place. Mon point de départ, je ne suis pas le premier à dire que le code est quelque chose qui est à la fois discursif, mais il faut, à mon sens, insister beaucoup sur cette dimension poétique. Il ne faut pas du tout le restreindre, le limiter à la dimension algorithmique de prévisibilité, quelque chose qui ressemble au formatage, à une forme de récurrence tout à fait homogène. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le code est pour moi comme un être culturel. Il n'est jamais neutre. Il est né d'une culture qui est à la fois discursive, qui est vouée aux commentaires, à l'analyse, au va-et-vient, aux échanges qui sont décodeurs. Mais au-delà de là, il interagit toujours dans des milieux et des contextes variables et différents. Que ça soit en fonction des ordinateurs qui ont des versions différentes, du coup, on n'a pas toujours les mêmes effets qu'on croit avoir, c'est effectivement à cause de cette variation qu'on trouve. Mais au-delà de là, je crois qu'il y a quelque chose qui va plus loin dans le code, parce qu'il modifie la nature de l'écrit dans notre culture. C'est une manière d'écrire et de concevoir ce qui est écrit qui est différente de ce qu'on a déjà connu jusqu'à maintenant. Et dans ce sens-là, on a à la fois une dimension esthétique
Et ce qui est frappant, c'est que cette culture en gros algorithmique a donné lieu à quelque chose qui est un lieu de sociabilité. Alors qu'au début, on n'avait pas du tout soupçonné ni pensé que quelque chose qui était conçu pour le calcul, et au fur et à mesure, après pour le traitement de texte ou des traitements des images, mais d'une manière quasi industrielle au début, est devenu le site à la fois d'un vécu qui touche à la grande majorité des gens et également qui est devenu un lieu de production d'objets culturels et surtout de sociabilité. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en train de voir émerger une nouvelle poétique qui est associée à la nature du code lui-même. Mais il faut se rappeler que la religion a toujours été médiation. Médiation entre quelque chose qui était au-delà, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui n'est pas relativement facilement saisissable de la même façon. Il se trouve qu'il y a des formes de croyances dans la culture numérique, en tout cas dans la culture informatique, avant de passer, c'est-à-dire dans la culture technique, qui s'est, au fur et à mesure du développement actuel, actualisée. Et du coup, il y a des formes d'utopie. Que ce soit dans le partage universel, l'accès à tout le savoir ou à toutes les formes des connaissances qu'on a. Mais à mon sens, c'est seulement une dimension. La seconde dimension, c'est peut-être, pour répondre à votre question, entre l'horizontal et la forme de la pyramide, si vous voulez. S'il y a une pyramide, une forme verticale qui existe, c'est effectivement dans la dimension de la maîtrise et des compétences qui sont associées avec le code numérique. Et là, on a déjà une caste, si j'ose dire, qui est privilégiée et qui peut, dans une large mesure, donner et surtout décider pour beaucoup d'entre nous comment vivre dans ce milieu, cet environnement numérique. Et effectivement, on retrouve également des reproductions des formes du culte, du rite même religieux, au sein même de l'environnement numérique. Mais au-delà de là, il y a aussi la dimension universelle ou globale, si vous voulez, qui, à mon avis, on n'a pas beaucoup d'industrie culturelle, disons, qui touche à cette échelle-là comme la culture numérique. Et c'est dans ce sens-là également de la globalisation, de la dimension globale qu'on a comme pas nécessairement une rivalité, mais quand même quelque chose qui équivaut aux prétentions d'une religion de toucher à tous les éléments, que ce soit du quotidien ou au-delà. Ce que j'ai essayé de démontrer que ce n'est pas un hasard que la sociabilité numérique a été conçue et construite sur la base de l'amitié. Effectivement, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle friending, c'est-à-dire le geste, le bouton, disons, de Facebook ou un équivalent, avec l'amitié telle qu'on la vit à une dimension privée relativement restreinte à un certain nombre d'amis. Mais néanmoins, en relisant des textes de la tradition classique, j'ai choisi 3 auteurs, Aristote, Cicéron et le chancelier Bacon, je me suis retrouvé devant quand même des concepts, des idées qui sont toujours opérationnelles aujourd'hui dans la construction de la sociabilité numérique. Et c'est là où on voit quand même que la culture numérique n'est pas une rupture, mais plutôt une négociation assez riche, en même temps complexe, avec notre héritage culturel occidental. C'est-à-dire elle reprend parfois sous des formes de rupture, mais néanmoins dans des continuités qu'il faut essayer et savoir trouver pour démontrer comment elle modifie les valeurs qui sont par exemple habitées ou portées par l'amitié. Et là on trouve par exemple que chez Aristote qui nous dit que l'amitié c'est la fondation de la politique et de la communauté humaine, c'est pas les liens de parenté. Et ainsi de suite. On peut trouver toute une série de notions, de concepts majeurs qui se sont déployés à travers l'amitié, qui sont repris dans les réseaux sociaux et ce qu'on appelle aujourd'hui la sociabilité numérique. Cette technique, elle est occidentale et elle porte des valeurs qui sont les valeurs de l'Occident. Bon, je ne suis pas du tout critique parce que c'est occidental, mais à mon sens, il faut se le rappeler pour ne pas oublier quand on parle de la dimension universelle ou globale de la technique ou de la culture numérique. Il se trouve que pour le moment, on n'a pas encore vu émerger un équivalent qui vient, disons, de culture de l'Asie, du Pacifique ou ailleurs, mais néanmoins, c'est quelque chose de très déterminant parce que cette technique qui est devenue culture, elle est ancrée dans des traditions, dans un imaginaire, que ce soit de l'intelligence,
que ça soit de l'efficacité et de la pertinence, qui sont tous occidentaux. Et il faut quand même accepter ce fait, et puis après voir qu'est-ce qu'on verra un jour ou un autre, j'en sais rien. Mais il est vrai, par exemple, il suffit de regarder les icônes. On a des choix qui sont déterminants pour représenter des activités qui peuvent pas nécessairement poser problème, mais poser question dans d'autres cultures, à cause de leurs idées, de leurs traditions vis-à-vis des représentations de certaines activités, que ce soit de l'écriture, de la peinture ou autre. On ne peut pas évoluer et changer, surtout on ne peut pas innover sans oublier, parce qu'autrement on serait condamné à négocier avec la mémoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut oublier tout, mais néanmoins il y a une sorte de tri dans l'oubli qui permet à l'humain d'avancer, d'évoluer, de modifier. Il se trouve que la culture numérique, et c'est l'une de mes thèses dans l'essai, ne peut pas penser l'oubli sauf comme une perte technique ou une faille. Et c'est quelque chose qui est très problématique parce que ça modifie notre rapport avec le patrimoine, avec ce qu'on a hérité. Et on le voit aujourd'hui, quand même le patrimoine s'est constitué dans notre histoire, dans nos histoires multiples, en Occident comme ailleurs, par ce qui a survécu. Non pas parce qu'on a sélectionné, parce qu'on a choisi et qu'on a choisi de préserver. Aujourd'hui, on le voit très clairement avec tous les efforts de numérisation, on a inversé notre rapport avec le patrimoine, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif ou péjoratif, mais néanmoins, on voit les effets sur nos rapports avec les mémoires. Et il me semble, dans ce sens-là, il nous faut trouver quelque chose qui va nous permettre de replacer l'oubli dans cette dimension de la culture numérique qui dépasse les contraintes de la technique. Je ne suis pas sûr comment le faire, mais c'est quelque chose qui me semble assez important.